Et Yves Bertoncini est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes consultant en affaires européennes et président du mouvement européen. Une présidentielle française, une présidence donc alors attendez, on va bien décrire tout ça. La présidence du Conseil de l'Union européenne. Non, ça c'est ce qu'il faut dire. Donc ça sera à partir du 1er janvier. Ça intervient en pleine campagne présidentielle. Est-ce que ça n'est pas un peu désordre? Oui, d'où votre lapsus. Oui. C'est une présidence pendant une campagne présidentielle. En tout cas, là, il y a une collision de calendrier qui, à mon sens, est plutôt fâcheuse, effectivement. D'abord, elle a un premier effet que votre journaliste a bien rappelé. Ça va réduire le temps utile d'une présidence, qui est déjà court, 6 mois, à pratiquement 3. Puisque à partir du Conseil européen de la mi-mars, il y a toujours un Conseil européen mi-mars puis un autre fin juin, ça sera vraiment la campagne électorale qui battra son plein. Le président, les ministres, qui d'ailleurs sans doute ne seront plus ministres au mois de mai, même si Emmanuel Macron gagne, ils changeront sans doute de poste, ce sera des nouveaux ministres. Donc là, il y aura vraiment une sorte de discontinuité liée à cette collision des calendriers qui aurait pu être évitée. La France aurait pu demander de faire la présidence après, c'était d'ailleurs ce qui était prévu avant le Brexit. Elle aurait sans doute aussi pu demander de la faire avant, c'est-à-dire en ce moment. Il s'est trouvé qu'elle a gardé le calendrier post-Brexit et donc ça va nous donner cette présidence. Parce que ça sert à Emmanuel Macron, c'est une tribune? Alors écoutez, oui, dans un contexte qui va permettre au président d'occuper la place, de lui donner une stature, et puis aussi, parce que ça a été rappelé, de faire avancer son agenda européen très ambitieux. Emmanuel Macron a été élu face à une europhobe à l'époque, Marine Le Pen, qui voulait quitter l'Union européenne sur un programme très europhile. Quand il a été intronisé au Louvre, il a fait jouer l'hymne à la joie et il a depuis essayé de transformer l'Europe. Alors il a voulu la refonder, ce qui est à mon avis pas utile et puis hors de portée. Mais il a essayé en tous les cas de l'améliorer et donc il va essayer d'apporter des améliorations complémentaires. Votre journaliste en a listé plusieurs. J'ajouterais que par exemple sur la régulation du numérique, il va très certainement essayer d'aboutir sur les projets législatifs en discussion. Mais pour la partie tribunicienne que vous abordez, sinon, il essaiera de défendre des positions franco-européennes en ayant un œil sur ce que peuvent accepter ses partenaires, les 26 autres, mais aussi en ayant un œil sur la campagne électorale, d'où le risque de tête à queue dans les mois qui viennent. Avec un message adressé aux Français, l'Europe vous protège? Oui, ça c'est le message traditionnel, je dirais que là-dessus, alors pour le coup, ça ne refonde en rien le discours français sur l'Europe, c'est traditionnel, l'Europe nous protège. Si je compare par exemple avec la nouvelle coalition allemande qui s'installe, et le chancelier qui viendra d'ailleurs demain rencontrer le président Macron, il y a une tonalité bien différente. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut que l'Europe soit utile pour défendre les intérêts et les valeurs européennes dans la mondialisation, que ça peut d'ailleurs passer par davantage de protection, par exemple en matière environnementale ou de défense. Mais il y a quand même une tonalité beaucoup plus ouverte. Le monde ne nous agresse pas, la mondialisation économique est plutôt positive, l'immigration, nous disent les Allemands, est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc la tonalité du discours français protecteur, elle est à la fois traditionnelle, elle est en partie maintenant acceptée par d'autres partenaires européens. Si je cite à nouveau l'Allemagne, le fait qu'il faille protéger un peu mieux certains secteurs stratégiques, matière industrielle après le Covid. Oui, ça, c'est monté sur l'agenda. Donc, en d'autres termes, le contexte géopolitique devient un tout petit peu plus favorable aux thèses françaises traditionnelles. Mais pour autant, l'idée que l'Europe ne soit qu'un outil de protection, elle n'est pas spontanément partagée dans beaucoup d'autres capitales, dans beaucoup d'autres peuples qui voient, eux, l'Europe aussi comme une opportunité et un espace ouvert sur le monde. Quelle sera la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron? La dernière présidence remonte à 2008 sous Nicolas Sarkozy, qui lui avait été omniprésent et avait quand même pas mal de pouvoir. Oui, alors justement, d'ailleurs, le contexte est différent. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'est pas président du Conseil européen. Depuis 2009, Charles Michel. Il y a un président permanent. Et donc, il va falloir faire avec lui. D'ailleurs, Charles Michel avait déjà prévu d'organiser un sommet européen sur la défense en mars. Donc là, on a évoqué un autre sommet européen d'ici mars. On ne sait pas si c'est le même. Et Charles Michel a dit, mais moi, je suis là aussi. Donc, il faut composer avec lui. Il y a aussi un haut représentant sur la politique étrangère et de défense, M. Borrell, Joseph Borrell, qui préside le Conseil des affaires étrangères. Il faut faire avec lui. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
mais en tout cas, M. Le Drian, il n'est pas supposé présider, lui non plus, le Conseil des affaires étrangères. Donc ce n'est pas comme au temps de Nicolas Sarkozy, où là, le président présidait. Et puis, deuxième chose, ce qui avait finalement fait la coloration de la présidence Sarkozy, c'était les crises. Voilà. Il y avait eu la crise géorgienne, la crise économique et financière. Il s'était emparé avec ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, tout le monde avait reconnu qu'il avait joué un rôle important. Donc là, il y a un agenda qui est en train d'être dévoilé, qui sera précisé par le président de la République, relance, puissance, appartenance. Mais il n'est pas exclu que le tempo soit donné par l'actualité, pas seulement l'actualité électorale, mais aussi l'actualité internationale. Avec le Covid peut-être. Vous parliez de Charles Michel, de Borrell. On a le sentiment que l'Europe n'est pas lisible et les Français lui reprochent souvent ce manque de marqueurs. Comment mieux incarner l'Europe aujourd'hui ? Alors c'est là que le système politique français est assez décalé par rapport au reste de nos partenaires. Parce que c'est vrai que nous, on incarne le pouvoir dans une personne. Je dis un homme parce que jusqu'ici, ça a toujours été un homme. Vous voulez dire les Français ? La Ve République, nous les Français, pardon. Et c'est vrai que les autres peuples sont beaucoup plus habitués à une sorte de polyphonie, plusieurs têtes. Vous voyez, regardez, en Allemagne, il y a certes un chancelier, mais il y a aussi 2 autres partenaires, un vice-chancelier vert, voilà. Et puis, les Allemands, en plus, sont dans une culture fédérale. Donc, pour eux, qu'il y ait des pouvoirs au niveau des Länder, au niveau de Berlin et au niveau de Bruxelles, c'est plus familier. Nous, cet éparpillement des pouvoirs qui est intrinsèque à l'ADN de l'Europe, c'est justement pour éviter qu'un homme, un pays, un parti domine, eh bien, ça nous va moins bien. Alors, il faudrait sans doute, mais c'était le cas, quand on a voulu créer la présidence stable du Conseil européen, Charles Michel, que ceux qui occupent ce genre de fonction, Madame von der Leyen à la Commission, eh bien, s'affirment davantage. Mais ça, c'est pas tout à fait aussi facile quand on continue à garder justement des présidences tournantes qui permettent à des leaders de premier plan, comme Emmanuel Macron, d'occuper l'affiche également. L'autre reproche qui revient souvent, c'est que l'Europe a du mal à parler d'une seule voix, notamment sur la question migratoire. Est-ce que, par exemple, une réforme de Schengen, là, pourrait être remise sur la table ? Alors, on verra si le président la met en avant. Il était prudent, je crois, jusqu'à récemment, mais peut-être vu les événements, là encore, dans la Manche, en Biélorussie, en Lituanie, voilà, il va peut-être revenir avec ça. En réalité, l'équilibre politique, il n'est pas très loin d'être dessiné. Que veulent les Européens ? Ils veulent qu'il y ait une protection des frontières extérieures, un corps européen de garde-frontières qui devrait être créé avec 10 000 hommes, mais on n'y est pas, donc peut-être faut accélérer, sans nul doute, sur ça. Mais si on protège ensemble les frontières extérieures, puisque les migrants qui s'y présentent veulent venir en Europe, pas seulement en Pologne ou en Italie, alors il faut partager le flux des demandeurs d'asile en particulier. Est-ce que la France est prête à ça ? Je ne sais pas. Quand je lis la coalition allemande, le contrat, c'est très clair. Les migrants sont venus, nous les avons intégrés, c'est bien, et s'il en a d'autres, eh bien, on les acceptera. C'est à peu près ça qui est dit. Est-ce que le président très europhile que nous avons est sur cette ligne-là ? On va le savoir. Deuxième exemple, le terrorisme, vous parlez de Schengen. Emmanuel Macron a dit à Marine Le Pen dans l'entre-deux tours, en 2017, « Madame Le Pen, on n'arrête pas les terroristes aux frontières. » Et en même temps, après l'attentat de Nice, il est allé à la frontière franco-espagnole en disant « J'envoie 2000 hommes, alors non pas dans le corps européen de garde-frontières, mais aux frontières nationales. » Qu'a-t-il voulu faire ? Que va-t-il faire dans un contexte où à la fois il voudra faire avancer son agenda européen, mais où il aura sans arrêt, et on ne peut pas l'en blâmer, un œil sur la campagne électorale française. Écoutez, à suivre à 16h et par la suite. Merci beaucoup Yves Bertoncini de nous avoir